Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet autre webinaire du projet Sa vie LGBTQ+. Alors, donc, on a décidé de faire de courts webinaires, en fait, donc de 30 minutes sur les articles qui sont en cours de production, ou les articles qui ont été publiés, en fait, donc comme une modalité d'appropriation et de prise de contact avec les résultats qui est moins aride qu'un article scientifique. Donc, aujourd'hui, on a eu Émilie Morin, on a eu Michele Bayoko aussi dans le passé. Donc, aujourd'hui, c'est Fabio Canas-Aguedou. Donc, Fabio, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter les données sur les configurations relationnelles des personnes LGBTQ+, dans sa vie. Donc, Fabio travaille à cet article, en fait, a travaillé à cet article dans le cadre de son stage postdoctoral au sein du projet. Alors, voilà, Fabio, je te passe la parole. Merci. Merci Martin pour ta présentation. Alors, bonjour à toutes et tous. Comme on l'a dit Martin, je m'appelle Fabio et aujourd'hui, on va parler des configurations relationnelles et leurs corrélats chez les personnes LGBTQ+. Donc, j'aimerais commencer cet webinaire en disant qu'est-ce que sont en fait les configurations relationnelles. Est-ce qu'il y a des configurations relationnelles qui sont meilleures que des autres ou meilleures que des autres en termes de santé mentale ou aussi de bien-être? Mais ça, on va le découvrir aujourd'hui avec cette petite présentation. Alors, euh, en fait, il faut faire un petit contexte théorique où en fait, on peut affirmer que la monogamie reste l'idéal dominant dans les cultures occidentales. Et en fait, c'est pour ça que on voit dans les dernières recherches scientifiques, surtout dans les derniers 10 ans, que en fait, les relations non monogames ou polyamoureuses sont en augmentation. Si en fait on regarde les statistiques générales de la population américaine, on peut voir que même presque les 5% des personnes américaines sont actuellement dans des relations, dans des configurations relationnelles non monogames. Ce qu'en fait on peut aussi vérifier, c'est que les personnes qui appartiennent à des minorités sexuelles et de genre sont proportionnellement plus nombreuses que les personnes hétérosexuelles à adopter des configurations relationnelles non monogames et polyamoureuses. Et une des explications de pourquoi les personnes qui font partie de la population LGBTQ+, ils sont plus euh, partants pour ce type de configuration, c'est peut-être le fait qu'ils adhèrent moins à des stéréotypes hétéronormatifs et donc plus ouverts à différentes configurations que ça ne correspond pas à les classiques monogamies, que c'était en fait une caractéristique des scripts hétéronormatifs. C'est très important de souligner que pendant les dernières années, il y a certaines recherches qui ont essayé de voir si cette nouvelle configuration relationnelle, c'était des configurations relationnelles qui pouvaient prédire des outcomes de bien-être ou de santé mentale. Dans une façon, certains articles, dans une façon, je dirais un petit peu plus sur la stigmatisation, donc dans le sens, cette configuration qui sort du script hétéronormatif, ils vont pas bien. Et en fait, c'est exactement ça qu'on trouve dans la littérature. On trouve qu'il y a des recherches qui associent à les relations monogames des indicateurs de bien-être et des articles qu'en fait, ils trouvent qu'il n'y a aucune différence entre les couples monogames et non monogames. Donc, c'est que nous, en fait, on s'est demandé, est-ce que ces différences qu'on trouve dans la littérature sont peut-être attribuées à des caractéristiques relationnelles confondantes? Par exemple, est-ce que le bien-être et la satisfaction d'une relation, ça peut être expliqué par d'autres caractéristiques internes aux relations, comme par exemple le fait que les personnes cohabitent, que les personnes sont reconnues à niveau social ou légal.
Et c'est exactement ce que nous, on s'est demandé et c'est exactement ce que nous, on a tenté d'expliquer avec notre recherche. Euh, donc, l'objectif de notre étude, c'était en fait premièrement de documenter les configurations relationnelles qui actuellement ils représentent la population du Québec, LGBTQ+ du Québec, et après voir aussi des corrélats de bien-être et euh, des satisfactions relationnelles qui peuvent être liées à certaines configurations relationnelles. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des données sur euh, les projets, en fait, des données qui sont été collectées pour les projets SAVI. C'était des données qui s'étaient collectées pendant un an de 2019 à 2020. Et en fait, c'est un échantillon de personnes volontaires qui s'étaient recrutées par des partenaires institutionnels et par des réseaux sociaux comme Facebook, Telegram, Instagram, etc. Et aussi par des recrutements d'un boule de neige, ce qu'on appelle, euh, qui en fait, ils ont fait qu'on arrivait à avoir un échantillon très grand, très nombreux de personnes qui font partie de la communauté LGBTQ+, dans la région de Québec. Notre sous-échantillon représente 1528 personnes que, en fait, ils ont répondu à des critères que je vais mentionner bientôt. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu faire une analyse des classes latentes. Dans quelques secondes, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est une analyse des classes latentes, seulement pour comprendre ce que nous, on a voulu faire. Mais en fait, comme je disais précédemment, euh, on s'est demandé, est-ce que les configurations relationnelles, ils ont des structures internes qui peuvent expliquer et qui peuvent être différentes dans personne à personne. Et donc, en fait, on a identifié dans la littérature des indicateurs qui peuvent être communs dans les relations, mais aussi différentes. Donc, par exemple, le fait qu'une personne peut être en couple, mais il peut être marié ou pas du tout. Donc, en fait, on a pris en compte les statuts légaux. Donc, est-ce que les personnes, ils étaient en union libre, en union civile ou mariées? Après, on a pris en compte le fait que les personnes peuvent aussi cohabiter ou pas du tout. Donc, ce qu'on a pris en compte, c'était les statuts de cohabitation. Et aussi, on a demandé aux participants leur entente relationnelle. Est-ce que c'était des personnes qui actuellement c'était dans des relations monogames ou en relation ouverte ou polyamoureuses? Et ça, c'était notre troisième indicateur. Et après, on a eu autres deux indicateurs qui, en fait, c'était une mesure qu'on a tenté de construire pour voir si les personnes, en fait, cherchaient des partenaires sexuels ou romantiques en dehors de leur relation actuelle. Donc, en fait, avec ces 5 indicateurs, on a essayé de construire notre profil latente, que maintenant je vais vous décrire dans les détails. Ce qu'après, on a aussi tenu en compte, c'était des corrélats sociodémographiques. Donc, on a pris en compte l'âge, l'orientation sexuelle, la modalité d'identité de genre, l'éducation, les revenus de ménage, pardon, le nombre d'années que les personnes étaient en relation, et aussi s'ils faisaient partie d'une minorité visible ou pas. Pourquoi on a voulu déjà parce que les données sociodémographiques, ils peuvent aussi donner des explications de certaines configurations et aussi parce que notre étude, c'était aussi une étude exploratoire dans ces côtés-là et donc voir comme notre profil, ils étaient en fait expliqués par certaines données sociodémographiques. Et après, comme dernière étape, on a voulu voir si effectivement des indicateurs de bien-être et de soutien social, ils pouvaient être attribués à certaines configurations ou pas. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on a voulu étudier les bien-être émotionnels, on a voulu inclure les bien-être émotionnels, psychologiques et sociaux, et aussi les soutiens sociaux que les personnes pouvaient percevoir par leur partenaire. Alors, là, j'ai mis une petite image de ce que c'est en fait une analyse des classes latentes. Alors, imaginez je ne sais pas si vous voyez mon mouse. Est-ce que vous le voyez? Oui. Alors, Oui. imaginez que ça, c'est mon échantillon des personnes LGBTQ+, que moi, j'ai dit,
recruté 1528 personnes. Donc, là, on a tout notre échantillon. Mais là, il y a peut-être Maria, qu'elle est dans une relation monogame, elle ne cohabite pas et elle n'est pas mariée. Et après, il y a Carlo, qui en fait, il est dans une relation polyamoureuse, il cohabite, il est marié. Et donc, on a toutes des personnes avec toute une configuration relationnelle qui est différente. L'analyse des classes latentes, ce qu'il fait, c'est d'avoir des profils où il y a des personnes qui se rassemblent et donc qui ont plus ou moins les mêmes configurations relationnelles. Donc, l'analyse des classes latentes va extraire cette personne et les attribuer dans un profil. Donc, si Maria il a un profil égal à Janet, les deux ils vont être mis dans la même classe latente. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec cette étude. Et les résultats, c'est très intéressant parce que regardez qu'est-ce qu'on a trouvé. On a trouvé que dans notre échantillon, on peut parler seulement de notre échantillon, on trouve 5 classes très différentes en termes de configuration relationnelle. Donc, on a 2 classes qu'on pourrait dire strictement monogames, donc qui ont en fait voilà, un relationship agreement monogame. Après, on a une troisième classe, qui c'est un peu une classe qui sont monogames, c'est des filles monogames dans une certaine partie, mais pas vraiment. Après, je vous expliquerai pourquoi. Et après, on a 2 classes non monogames. Alors, si on va dans les détails, on peut regarder que la première classe, on l'a appelée formalized monogamy. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des personnes monogames, mariées, unies légalement, qui cohabitent et qui n'utilisent pas les applications de rencontres. Pardon, j'ai oublié de dire ça. En fait, notre mesure pour voir si une personne cherchait des personnes extra-relations, c'était en fait lui demander est-ce que vous, dans les dernières années, vous avez utilisé les applications de rencontres pour chercher des partenaires sexuels ou romantiques. Donc, en fait, c'est qu'on peut voir que dans les premières classes, les personnes n'utilisent pas du tout les applications pour chercher des... En fait, on peut vraiment concevoir que cette personne qui font partie de cette classe-là, en fait, ils sont les standards de monogamie. Après, on a une autre classe qui sont également monogames, mais ils ne sont pas mariés et ils ne cohabitent pas ensemble. Mais également, ils respectent, entre guillemets, leur relationship agreement parce qu'ils n'utilisent pas les applications pour chercher des partenaires extérieurs à leur relation. Alors, on voit qu'il y a une troisième classe. Ce sont des personnes monogames, plus ou moins, qui ne sont pas mariées, ne sont pas unies légalement, qui cohabitent, donc ils cohabitent avec leurs partenaires, mais qui parfois utilisent les applications, soit pour chercher des relations sexuelles, soit pour chercher des relations romantiques. Donc, c'est pour ça que nous, on appelait cette configuration Considering Affective and Sexual Alternatives. Donc, ils sont monogames, mais ils sont en train de considérer un petit peu des alternatives. Après, on a une quatrième classe. Et les quatrième classes, c'était des personnes qui sont dans des relations non monogames, qui sont mariées ou unies légalement, qui cohabitent et qui utilisent parfois des applications, soit pour pour chercher des partenaires sexuels, soit pour chercher des partenaires romantiques. Et ce qu'on peut voir, c'est que, en fait, nous, on appelait ça formalized monogamy, formalized open relationship. En fait, ça définit exactement ce que c'est une relation ouverte. Et après, on a une cinquième classe, qui en fait, c'est une classe formée par des personnes non monogames, qui ne sont pas mariées, qui ne cohabitent pas et qui utilisent très souvent des applications pour chercher des partenaires sexuels ou romantiques. Et on appelait cette classe free consensual non monogamy. En fait, j'aimerais mettre les points. Vous voyez qu'il y a des pourcentages. En fait, ça montre les pourcentages de notre échantillon. Donc, on peut dire que dans notre échantillon, les plus présentes, c'était en fait des personnes qui étaient en couple monogame formalisé. Et les personnes qui étaient moins
présentes dans notre échantillon, c'était des personnes qui étaient en free consensual non monogamie. Donc, c'est un 3% de notre échantillon. Donc, voilà, ça, c'est une description globale de notre classe latente. Maintenant, on va voir les sociodémographiques. Regardez, qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, on a trouvé que dans les classes monogames, surtout dans les classes monogames, les premières deux, on trouve que c'est composé par des femmes cisgenres. Donc, on peut dire que les personnes plus présentes, qui représentent plus cette classe-là, sont des personnes femmes cisgenres que, par exemple, dans les premières classes, qui ont des revenus élevés, qui sont dans un âge moyen et qui sont en couple dans au moins 2 ou plus ans, 2 ou 5 ans en plus. Alors que la différence avec les deuxièmes classes, c'était qu'en fait, ils étaient des personnes les plus jeunes de notre échantillon et qu'ils étaient en couple depuis pas longtemps. Ce qu'en fait, nous, on peut voir, c'est que alors, dans les couples non monogames ou dans les couples qui sont en questionnement, sont plus composés par des hommes cisgenres. Et ce qu'on peut voir, c'est que les personnes qui font partie des 5e classes, par exemple, ils sont des personnes qui ont des revenus moindres et qui sont eux aussi dans des relations qui, on peut dire, que peut-être c'est sûrement des relations moins longues de ceux-là du premier groupe. Ça, c'était notre description sociodémographique. Tout ce que nous, on n'a pas, que je n'ai pas en fait pris en compte ici, c'est parce que c'était des variables qui n'étaient pas significatives. Par exemple, on n'a pas trouvé des différences en termes des personnes qui font partie de la minorité visible. On n'a pas trouvé différence au niveau d'éducation. On n'a pas trouvé des différences. Mais une petite différence que je n'ai pas mis là parce que je suis en train encore d'interpréter ces données-là, mais c'est qu'on a trouvé que dans les 3e classes, donc dans ceux-là qui considèrent les alternatives, on a trouvé que c'est plus déterminé par des personnes qui font partie, qui ont une orientation sexuelle non plurisexuelle, donc les personnes bisexuelles, pansexuelles, queer, etc. Et ça, l'explication, c'était en fait que pour les personnes bisexuelles, une relation qui fait partie d'une plutôt non-monogamie ou s'ils sont maintenant dans une monogamie, et ils considèrent des alternatives, ben, ils vont en ligne avec leur envie et leur identité, leur orientation sexuelle, qui sont une orientation non monosexuelle. Donc, ça, c'est les seules choses que nous, on a trouvées par rapport à l'orientation. Maintenant, on va regarder les indicateurs de bien-être. Alors, c'est très intéressant, cette découverte, parce qu'en fait, on peut voir que les deuxièmes, les free monogamies et les free consensual non monogamies sont les deux catégories qui, en fait, ils ont eu moins de bien-être et moins de social support par rapport à leur partenaire. Il y a plusieurs explications qui peuvent expliquer ça. Mais déjà, par rapport aux free monogamies, on a vu que c'était la classe plus jeune. Donc, une explication, ça pourrait devenir par notre résultat sociodémographique, c'était des jeunes et aussi au début de la relation. Donc, peut-être en train encore de construire leur relation et donc aussi moins de bien-être émotionnel et moins de social support par rapport à leur partenaire. Alors que dans l'explication que nous on s'est donnée par rapport au free consensual non monogamie, c'est que parfois, les personnes qui sont dans une relation non monogame, en fait, ce n'est pas toujours qu'ils commencent une relation en non monogamie. Parfois, il y a une transition et peut-être on a détecté des personnes qui étaient dans cette transition, dans cette transition de monogamie à non monogamie. Ou peut-être il y a des personnes qui ont envisagé une non monogamie parce que leur relation, ils n'étaient pas une relation satisfaisante pour eux et donc ils ont opté pour une ouverture de couple ou une option polyamoureuse. Donc, les questions, ça pourrait être différentes et donc ça, c'est l'explication que nous, on a trouvée. Mais moi, je voulais souligner une chose. Il n'y a pas de différence entre monogame et non monogame.
C'est parce que sinon, on aurait trouvé aussi des différences entre les personnes qui sont en formalized relationship. Donc, en termes de bien-être et social support, on ne peut pas dire qu'il y a des différences entre monogames et non monogames, mais les différences sont plutôt attribuables à peut-être des facteurs sociodémographiques ou des facteurs internes à la catégorie, comme par exemple l'explication que je viens de donner. Alors, en conclusion, ce que nous, on a trouvé dans notre étude, c'est qu'en fait, le pourcentage élevé des relations non monogames pourrait refléter que, en fait, les personnes LGBTQ+, ils n'adhèrent pas à des normes cis hétérosexuelles, et donc c'est pour ça qu'ils sont plus euh, représentés dans ce type de configuration relationnelle. Les hommes cisgenres gays, ils ont plus d'expérience non monogame en comparaison aux femmes cisgenres. Et aussi ici, il y a peut-être des hypothèses comme les femmes cisgenres, ils adhèrent plus à certains stéréotypes hétéronormatifs. Et si vous voulez, on pourrait approfondir ça peut-être dans la session en question. Et aussi qu'il y a peu de différences, comme je disais, dans les classes. Et donc, ça suggère que ce n'est pas vraiment les configurations relationnelles qui sont synchronisées avec les besoins. En fait, ça correspond plus, ce que je disais, que ce n'est pas monogamie, non monogamie, que ça correspond à bien-être ou pas bien-être, mais c'est plutôt des configurations qui sont internes à chaque configuration. Pardon, c'est plutôt si les envies d'une personne c'est en synchronie avec leur configuration relationnelle, ben peut-être c'est plutôt ça qui détermine des outcomes de santé ou de bien-être dans les personnes. Notre étude, bien sûr, il avait des limites. Par exemple, déjà, on avait des données autodéclarées, et donc tout ce que ça comporte des données autodéclarées et sont sujets à bias de mémoire. Et aussi, on a utilisé, par exemple, des mesures proxy, qui en fait, comme par exemple le fait que quelqu'un pouvait utiliser les applications, ça ne veut pas dire que si on regarde les menus, ça ne veut pas dire qu'exactement on a effectivement ou des relations extra sexuelles ou romantiques avec les personnes que nous, on a vues dans des applications de rencontres. Donc, merci beaucoup pour m'avoir écouté. J'espère que c'était intéressant et clair pour vous. Je suis très ouvert à toutes les questions que vous avez. J'espère que aussi mon français, ils étaient fluides. Si vous n'avez pas compris certaines choses, j'aimerais l'approfondir. Merci encore pour m'avoir écouté.